le coup de projecteur des vraies voix. Entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, la France a connu, selon l'INSEE, un excès de décès sur les naissances. Une situation inédite depuis 1945. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel est négatif sur une année entière, signalant un tournant majeur dans l'évolution démographique du pays. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent désormais 21% de la population, contre 17,5% pour les moins de 15 ans. Ce renversement sans précédent reflète deux dynamiques de fond, le recul de la natalité et l'allongement de l'espérance de vie. Une tendance qui touche aussi l'ensemble de l'Europe, confrontée à un vieillissement accéléré de sa population. Moi, jeune, en 2025, je m'interrogerai. AIS, c'est du conditionnel, vous l'avez bien compris. Aurais-je assez d'argent pour offrir un bel avenir à mon enfant? Notre travail nous permettra-t-il d'assurer son éducation? Trouverons-nous un appartement suffisamment grand pour que nos 3 enfants aient chacun leur chambre? C'est bien beau de faire des enfants, alors qu'en ce jour dit de dépassement, la Terre n'a plus assez de ressources, paraît-il, pour nourrir toutes ces bouches. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Les Français, les Françaises doivent-ils ou elles faire plus d'enfants? Je vous donne la tendance dans un instant. Et nous sommes avec Jean-Luc Richard pour en parler, qui est démographe et maître de conférences à l'Université de Rennes. Alors Jean-Luc, j'ai commencé à vous poser la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'on change nos politiques de natalité? Vous, ce que vous avez commencé à nous expliquer, c'est qu'en fait, on devrait déjà changer nos politiques sur les naissances, puisqu'on est aidé à partir du 2e enfant en France et non à partir du 1er. C'est-à-dire que sur le 1er, on se débrouille, quoi. Pendant longtemps, les Français et les Françaises, et puis plus largement les gens qui vivent en France, parce qu'il peut aussi y avoir des étrangers qui vivent en France et qui peuvent constituer des familles, souhaitaient massivement avoir des enfants. On était un pays d'Europe, on l'est encore quelque part, où les gens ont plutôt envie d'être parents. Et la proportion de Français et de Françaises en particulier qui n'avaient pas d'enfants était plus faible et reste plus faible que dans les autres pays. Mais il y a davantage de femmes maintenant qui souhaitent ne pas avoir d'enfants. On est passé de 8 à 12-13% en France. C'est moins marqué qu'ailleurs, mais c'est une tendance. Et puis, il y a davantage de femmes qui ne souhaitent en avoir qu'un. Mais certaines femmes qui souhaiteraient en avoir un, finalement ne l'ont pas, soit parce qu'elles attendent finalement un peu longtemps avant de trouver les circonstances qui permettent de devenir mère. Il y a un déclin de la fertilité aussi à partir d'un certain âge. D'où le projet, on en parlait tout à l'heure, du président Macron. Et puis, il y a des difficultés économiques pour des gens qui renoncent finalement aussi à la parentalité. Donc, on peut penser que le système qui marchait autrefois, qui consistait à ne pas donner d'allocation familiale pour la naissance du premier enfant, mais seulement pour le 2e, le 3e, le 4e, il faut sans doute le faire évoluer pour inciter les gens à avoir un premier enfant et les aider à l'avoir. De plus, en mai 2012, il y a eu une réforme des allocations familiales qui a contribué aussi sans doute à faire baisser un peu la fécondité dans les milieux favorisés, puisque vous savez que les familles qui gagnent plus de 6 000 ou plus de 9 000 euros par mois, maintenant ont des allocations diminuées de 50 ou de 75%. Alors, la consultation sur le compte X de Sud Radio, les Français doivent-ils faire plus d'enfants? Vous dites oui à 66%. Bon, sur cette petite consultation, continuez de voter, mais ça montre que on aimerait. On aimerait, ouais. Allez-y. Oui, on aimerait. Maintenant, il faut relativiser, parce que vous l'avez bien expliqué dans le propos introductif. Notre situation, là, depuis 12 mois, où on a davantage de décès que de naissances, ça s'explique aussi parce que la France est un pays où l'espérance de vie est élevée, 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes, et que quand on a davantage de personnes âgées dans un pays, à la fin, elles finissent toutes par mourir à un moment donné. Et donc, c'est la conséquence de cette structure par âge dont vous avez parlé, avec plus de 21% de seniors en France. Donc, qu'il y ait beaucoup de décès dans un pays où il y a beaucoup de personnes âgées parce qu'on a progressé en espérance de vie, c'est pas ça qui est le plus inquiétant finalement, puisqu'à long terme... Il faudrait juste plus de naissances, quoi, c'est tout. Alors, il faudrait plus de naissances, ou alors, c'est une autre solution, c'est de dire que l'immigration, finalement, compense une insuffisance de naissance. Ce qui est encore le cas. Aujourd'hui, la France reste un pays qui est en croissance démographique. Et même si la fécondité est un peu basse, et actuellement là on a un peu moins de naissances depuis 1 an que de décès. Et ça, on le doit un peu plus aux familles issues de l'immigration ou pas? Un petit peu, mais c'est pas sensible, c'est de l'ordre de 3 à 4% de plus. Mais on reste dans les 2 ou 3 pays d'Europe où on a le plus d'enfants par femme, cependant. Avec l'Irlande, on reste le pays qui a l'indice de fécondité le plus élevé. Et encore aujourd'hui, les femmes des générations du début des années 70,
c'est ma génération à peu près, elle continue à avoir à peu près 2 enfants par femme. Aude Amadou, moi je sais pas quel effet ça vous a fait quand Emmanuel Macron il avait appelé à un réarmement démographique clairement axé sur les femmes. C'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression quand même que l'État vient se mêler de notre vie privée, en l'occurrence, et que c'est souvent les femmes qui sont pointées du doigt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, Judith. C'est vrai qu'aujourd'hui, la natalité elle repose sur une pression qu'on met aux femmes. C'est-à-dire que d'un côté, on leur demande de faire des enfants, je caricature, mais je fais exprès. D'un côté, on leur demande des enfants, mais elles doivent aussi avoir une réussite professionnelle. Allier les deux, c'est toujours compliqué. Et puis, c'est vrai que dans ces évolutions de carrière, c'est toujours privilégié pour les hommes. Après, c'est vrai qu'on est dans une période, et politiquement, moi, ce que je pourrais reprocher à tous ces politiques, puisque j'en ai fait partie, c'est que en fait, sur ces politiques de natalité, en fait, elles doivent être universelles. C'est vrai que ça pose problème avec cette différence entre, on va dire, des populations plus riches et plus aisées. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est que c'est un investissement, en fait. C'est pas une dépense. Là, aujourd'hui, on est en train de faire des coupes budgétaires de partout. Mais la politique de natalité, pour moi, c'est un investissement sur l'avenir. Et il faut le prendre comme tel. Bon, Mathieu Davy, on parle effectivement, bien sûr, des femmes. Il y a aussi les papas. Enfin bref, au bout du compte, les jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir qu'on leur propose ne les dissuade pas d'être parents, tout simplement ? Alors déjà, on va commencer par dire que l'avenir, c'est déjà le choix. On est en 2025. Est-ce qu'il est possible de décréter que les gens sont libres de leur corps, libres de leur bonheur, libres de leur choix et de choisir d'être parents ou de ne pas l'être. Et je pense beaucoup aux couples, mettons pas l'homme contre la femme, je pense aux couples qui décident de ne pas avoir d'enfants. Je peux vous dire qu'il y a encore 20 ans, c'est une infamie. Vous avez votre famille sur le dos, la pression sociale, les amis, et que c'est très dur. Et d'ailleurs, c'est très, très dur souvent pour les femmes, effectivement, qui vont être un peu montrées du doigt comme des sorcières, alors que l'homme, on va dire, il est carriériste et finalement, il s'occupe de son travail. En 2025, laissons les couples qui ne veulent pas avoir d'enfants ne pas en avoir pour des bonnes raisons, et ceux qui veulent en avoir aussi pour des bonnes raisons. Moi, ce que je crains, c'est pas qu'on baisse ou pas la natalité, c'est qu'on ne fasse pas des enfants pour des bonnes raisons. Qu'on en fasse 7 si on en veut, mais qu'on l'a choisi, qu'on en fasse aucun si on l'a choisi également, et on fera, je pense, des meilleures générations. Jean-Luc Richard, finalement, ce dont on parle actuellement, là, à l'instant présent, c'est l'histoire de la liberté individuelle. Mais c'est pour ça que j'ai parlé aussi du fait que l'immigration, c'est un élément qui contribue à la dynamique démographique. Il vaut mieux être un pays riche et développé qui attire, y compris des touristes, des étudiants, des personnes étrangères qui peuvent apporter des choses dans la société, parfois en occupant des emplois qui sont refusés par les Français. Et regardez, même des gouvernements qui étaient très hostiles à l'immigration et qui se rendent compte qu'on ne peut pas imposer aux gens d'avoir des enfants de force, se rendent compte que c'est une solution. Le Japon est confronté à ce problème, qui refuse toute immigration. J'avais été invité au Japon en 2009-2010, justement, parce qu'à l'époque, il y avait un gouvernement japonais, c'était le seul premier dans l'histoire, et je crois que c'était le seul qui avait conscience de ça et qui souhaitait justement relancer un peu à la fois la fécondité, mais aussi l'immigration pour mieux accueillir les Coréens, etc., pour recréer un dynamisme démographique. Mais avec la catastrophe de Fukushima, ça a tout compliqué parce que beaucoup d'étrangers avaient quitté le Japon. Mais donc, il ne faut pas forcer les gens, effectivement, ce sont des libertés individuelles. Ce sont des choix qu'on peut faire. Il est évident qu'on ne peut pas compenser un déclin démographique uniquement par l'immigration. Mais on s'inquiète du déclin démographique parce qu'il y a l'histoire des retraites aussi. Des retraites, mais c'est clair que c'est un Mais s'il n'y a pas ce problème des retraites, il n'y a pas de question à se poser. On fait ce qu'on veut, comme disait Mathieu Davy. Il faut réfléchir sur le montant des cotisations. Qui paye les cotisations ? Il y a les cotisations salariales, les cotisations patronales. Il peut y avoir des retraites surcomplémentaires. Certains fonctionnaires y cotisent, on le sait bien. Donc, il y a différentes solutions qui sont possibles et il faut réfléchir sur le long terme. On n'est pas dans le pays qui est dans la pire des situations, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, faut pas s'alarmer, mais c'est clair qu'il y a une tendance de fond qui est qu'il y a davantage de personnes qui conçoivent leur épanouissement personnel sans avoir d'enfants. Mais c'est moins marqué en France que dans d'autres pays, parce qu'on reste un pays où il y a davantage de crèches, d'écoles maternelles. Allez voir en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne ou en Grèce, la situation est bien pire. Aude Amadou, on entend ce que dit Jean-Luc Richard, finalement. Il y a aussi l'histoire du confort de vie, finalement, puisque avoir un enfant, ça change la vie complètement, et qu'on est dans une période où il y a peut-être d'autres sujets plus importants pour certaines personnes que de faire des enfants, puisqu'on a aussi changé de paradigme social mondialement. Depuis le Covid notamment. C'est vrai qu'avoir un enfant ou quand un enfant rentre dans notre vie, ça change véritablement notre vie. Mais aujourd'hui,
moi, je fais partie de cette génération. C'est vrai que nos parents, ils s'inquiétaient pas de notre avenir. C'est-à-dire qu'ils savaient que perpétuellement, qu'on allait avoir un avenir qui allait être meilleur que le leur. Et c'est vrai que là, on est une génération, on se dit, est-ce que mes enfants auront un avenir meilleur que le mien ? Et c'est pas le cas. C'est-à-dire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ces difficultés sur le confort, le logement, le coût, l'éducation, voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut privilégier cette liberté individuelle, mais donnons-nous les moyens de pouvoir choisir. C'est ça le plus important à mon sens. Bien sûr. Mathieu Davy, on revient quand même sur les problématiques. Le logement, par exemple. Aujourd'hui, un couple qui vit dans une grande ville en général, Paris bien sûr, mais d'autres, avoir plus que 2 enfants, c'est plus la même chose au niveau du loyer, du coût de l'achat, etc., etc. C'est vrai que c'est une contrainte aujourd'hui d'avoir un enfant compte tenu du coût. Alors, donc à l'inverse, sur la question du choix que j'évoquais, il y a un problème de choix et de consentement en fait à l'enfant parce que ça représente des charges qui obère le choix, qui vous oblige finalement à réfléchir à 2 fois si c'est vraiment raisonnable de faire un enfant. Ce qui est dingue, car on ne peut pas raisonner aussi, que ce soit en termes de retraite ou de coût, sur l'importance d'avoir un enfant pour repeupler l'humanité. Mais il est vrai que pour les jeunes urbains, la question de l'enfant se pose en termes de coût, en termes de budget, par la pression immobilière, par la pression de l'inflation, et donc il y a des arbitrages à faire. C'est absolument terrible de le décrire comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, ça devient plus une projection dans une vie future, avec, on l'imagine pas à 20 ans, on se dit très concrètement comment je vais faire tout de suite. Donc il y a aussi un manque presque de rêve, j'ai envie de dire, Jean-Luc Richard, dans la projection qu'on pouvait avoir avant. Il est clair que le chômage des jeunes, l'allongement des études, la volonté d'une vie plus indépendante, qu'on profite davantage de sa jeunesse en voyageant, en multipliant les relations et les expériences, tout ça, ça contribue à une dynamique. Et donc, il y a une incertitude qui s'ajoute au coût du logement qui augmente. Et aussi, à un certain âge, la peur aussi de constituer une famille. Si on regarde le nombre d'enfants idéal que les gens souhaiteraient avoir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, pendant longtemps, en France, c'était 2,7. Ouais. On en avait moins parce que les gens en avaient moins. Les gens en avaient moins parce qu'il y a des gens qui en voudraient qui ne réussissent pas à en avoir. Il y a des gens qui auraient souhaité l'avoir avec telle ou telle personne et la vie conjugale fait que ça se passe pas, etc. Donc, on était à 2,7. Là, on est tombé à 2,3. Maintenant, si on raisonne par rapport à une dynamique de population stable, simplement, on sait, c'est le fameux 2,1 enfants par femme, on voit que on peut penser l'avenir de la population française comme étant relativement stable si on met en œuvre des politiques qui permettent effectivement, parce que c'est le fond du sujet, que les gens réussissent à avoir le nombre d'enfants globalement qu'ils souhaitent, même si au niveau individuel, il y aura toujours des gens qui auront un enfant de manière un peu imprévue et supplémentaire, et qu'il y aura aussi, hélas, des gens qui n'arriveront pas à les avoir. Mais on peut essayer de faire se rapprocher le nombre observé et le nombre souhaité par les gens. Actuellement, là, on est à 2,3 enfants par femme pour le nombre d'enfants souhaités en moyenne par les gens qui vivent en France. Aude Amadou, on a parlé des couples, des séparations aussi. Donc ça, il y a de plus en plus de divorces, je crois ne pas dire une contre-vérité, on est bien d'accord. Oui, il y a davantage de séparations conjugales. Oui. Et là, effectivement, ça peut dissuader de se projeter un peu plus. Qu'en pensez-vous, nos 2 vraies voix ? Allez, on commence par Aude Amadou. Non, je crois qu'au départ, on ne prévoit pas de faire des enfants en se disant qu'on va divorcer. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on prend la problématique du logement, quand vous avez de plus en plus de couples et de familles recomposées dans une classe, ça veut dire que l'enfant, il a 2 logements. Donc pour le coup, ça peut être aussi une contrainte, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, Pensez pas que ça fasse peur sur la garde alternée, des questions de garde, etc., etc. Ça peut faire peur. Non, parce que je crois aujourd'hui que justement il y a une réelle évolution, c'est-à-dire même du rôle du père par rapport à des couples divorcés, sur ces familles recomposées. Je pense que c'est tombé dans un changement de paradigme, de changement de société où aujourd'hui la famille recomposée n'est pas un tabou. C'est devenu la normalité surtout, ouais. Presque, oui. Mathieu Davy. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir un enfant et que ça peut pas être relié à des contraintes. Et il n'y a rien aussi de plus beau que de choisir ce qu'on veut pour soi-même. Et pardon de conclure là-dessus en ce qui me concerne, mais j'ai une pensée pour les couples qui décident de ne pas avoir d'enfants et que j'estime qu'ils doivent être respectés comme tout le monde dans la société. C'est presque courageux que de dire ça et que ce n'est pas contre l'humain ou contre l'enfant lui-même, mais au moins de juste respecter le choix. Je pense que ce sont des gens très responsables, les gens qui ne font pas d'enfants par décision. Ça, c'est une phrase qu'on aime. Jean-Luc Richard, on va vous laisser le mot de la fin, du coup, de ce débat. Oui, merci.
Je crois que les hommes ont une grande responsabilité aussi, d'abord parce qu'ils restent ultra dominants dans le monde politique, dans le monde de la direction des entreprises, et si on veut faire évoluer les choses pour que les gens aient davantage de satisfaction dans leur vie familiale, c'est en développant des politiques sociales, des politiques qui permettent de concilier pour de nombreuses femmes une activité professionnelle épanouissante et, si elles le veulent, une vie de famille. C'est aussi que les pères s'investissent. Ouais. On sous-estime à la fois le fait qu'aujourd'hui il y a quand même un quart des pères qui s'investissent vraiment quasiment autant que les femmes dans la vie familiale. Mais ça veut dire qu'il y en a, c'est pas le cas pour les trois quarts. C'est pas le cas pour les trois quarts. Il y a quand même un quart maintenant qui clairement est très investi. Il y a une étude qui vient de sortir, c'était dans un quotidien il y a 2-3 jours sur le sujet. Donc il y a un progrès, mais ce progrès il existe dans une frange de la population qui est pas nulle. Un quart c'est pas rien, mais il reste encore 3 quarts des familles qui, hélas, n'arrivent pas à mettre un mode d'organisation équilibré entre les hommes et les femmes. Merci Jean-Luc Richard d'avoir participé au coup de projecteur des vraies voix. Je rappelle que vous êtes démographe et maître de conférences à l'université de Rennes.